Salut Razi, Salut, ça va? ça va et toi, je baisse. Ça va, merci. Salut Eden, الو اهلا نادية. salut, ça va? صباح، شنو احوالك؟ Ouais, غازي صباح. Allô? سالو يا غازي. Oui, salut, salut. صباح، شنو الامور؟ الحمد لله، شنو حالك انت؟ والله الحمد لله خويا. حاضرة؟ Ouais, ça va, ça va. ايه ديما حاضر صاحبي، تبارك الله عليك. والله ما نحبهمش انا البريزونطاسيون هذوما، ربي يهديكم. تي ما هو ما نلقاو شكون خير منك صاحبي في تونس. انا ليه عاد بزوان خير برشا مني ليه عاد؟ انا بزوان برشا من الاكسبيرينس تاعك صاحبي. عايشك. Salut Eden, Razi, Nadia. salut هلا يا Amine. مالي، سالو. Ça va? شنو الامور؟ Ça va, très bien. Salut. Salut Razi. Salut, Mani. Merci d'avoir accepté de partager l'expertise نتاعك معنا اليوم. عايشك. J'imagine que Nadia حكيت معك أكثر. Elle t'a expliqué un peu شنو هو الكونسيبت وشنو باش نعملوا. استنى وسيم اللي est là et je prépare le live. Hello tout le monde, ça va? اهلا وسيم. Bien, sur Amine. Ça va, tout se passe bien? Ça va. Oui, 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 très bien. Très bien, je vois que tout le monde est là, c'est super. حبيت تعمل un petit test Razi على الpartie présentation ولا؟ اي ماذا بيا. Il faut que tu essaies de partager. Je crois qu'en général, c'est le host qui doit t'autoriser à partager. Donc essaye maintenant, sinon c'est MN qui doit devoir te donner les droits. Ok. Donc, je partage là. Ah bah voilà, on voit ton écran. Ok, cool. استنى نحطهم في l'écran. C'est bon هكا. Ouais, Parfait, ça va. impeccable. On va juste espérer que ta connexion est stable. Pire des cas, si elle n'est pas stable, ton le cross c'est le caméra intact. Ok. Mais ça devrait le faire. وتسمعوني بالكدا؟ Très bien, oui. Ok. C'est très clair. Parfait. Et je vois les Indes comme une belle météo في تونس, contrairement à يا Paris. ريت اسمعني شويه خرج تجي الشمس في وجهي apparemment. Je vois ça. هات لي ما حشتيش بها الشمس. صحة صحة. Au moins. عايشك. حتى توا نتبعوا في الانستغرام تاعك، حتى انت عندك فيديو مش خايبه
لا مش في باريس في سيسيليا في سيسيليا فما سيرجع في باريس جوستومون. يعني حتى نخمم يقولوا نمشيش نعدي 3 بروشان موا غاديك فك عليه من باريس سكروها علينا نجم نخلطوا عليك راه. نتفاهموا غاديك ناخذوا حاجه اسمها نكملوها غاديك ستارت اب نعم ستارت اب فم سيسيليا لايف فروم سيسيليا لايف سيشن فروم سيسيليا ولا نصير. Pourquoi se priver, franchement, madame Colchet à distance. Ben, il est quelle heure là pour voir? تشوف الناس هكا تعمل لنا ليفي دو فون خلينا نطلعوا لسيسيليا. مالي باش تعمل هنا؟ اي حتى انا سي سا لا كيستيون. علاش انا بالذات؟ هو لا هي في تونس ستارت اب. اي سي سا عملنا البروشين اكاديمي عملنا في سيسيليا قول جماعه جي زاد. اوكي مشيت معك اوكي. وسيم وي وي les intervenants باش يحضروا معنا في الفيسبوك ولا هوني ولا كيف؟ En fait, ils vont être présents sur Zoom, mais ça va être aussi diffusé en live sur Facebook, donc il y aura un peu les deux. Sauf que les gens qui vont participer, poser des questions au call, puisqu'on nous marne sur Zoom. Donc c'est un peu pour en faire un peu un petit coin exclusif. Si tu veux participer, il faut s'inscrire. En bas, le live sera ouvert à tout le monde et sera présent pour un replay. Donc voilà, ce sera pour tout le monde. Ou les questions seraient vers la fin ou là au milieu? On a eu les deux cas en fait. Il peut y avoir des questions spontanées et fausses de présentation. Dans ce cas-là, on t'arrêtera et on creusera les points rédo. Comme s'il n'y a pas de questions au cours de la présentation, on fera une session Q&A. Ok. Donc vas-y, partage. En gros, c'est ça. Il faut pas le prendre trop au sérieux. Partage ton expérience. Il y a beaucoup de choses au fait que tu as dû apprendre sur les 4 dernières années des aventures de Dapchi et qui vont intéresser plein de gens, soit des gens qui veulent se lancer, ou des personnes qui sont en train de monter leur projet, ou alors des gens qui réfléchissent à prototyper une deuxième version. Donc, c'est clair. Après, je vais pas faire un cours de prototypage. C'est pas un cours. De toute façon, il n'y a pas grand-chose vraiment à dire. Le plus important, je pense, c'est le retour d'expérience. Aller prototyper à chaque fois, à chaque étape, de Dapchi différemment, etc. Exactement, je me rappelle, Razi, on a fait Flat Six Labs, c'est il y a très longtemps, je crois que ça doit être en 2017 ou la 2018. Et à l'époque, tu réfléchissais beaucoup à comment faire de l'A/B testing ou quoi. Donc, ça fait partie, je pense, du retour d'expérience que tu veux sur ton application pour améliorer ton prototype et le développer. Donc, c'est le genre de choses aussi qu'il faut transmettre. Comment est-ce que tu as résolu ces problèmes-là? Comment est-ce que tu les as approchés? Est-ce que lui, avec le recul, tu aurais fait les choses différemment? Donc, c'est le genre de choses que tu peux mettre un peu au hasard pour la présentation en fonction de comment ça devient. Et qui peuvent faire émerger des questions d'autres personnes qui s'identifieront à ton problème. Mais n'hésite pas à de me poser des questions dans ce sens. Franchement, des anecdotes, il y en a tellement. Mais je ne pourrais pas me souvenir de voir dans la présentation. Ça marche. Je le ferai spontanément quand ça me viendra à l'esprit aussi. Sinon, on le fera une session Q&A. Et puis, il y a Edem aussi ici qui a plein de questions pertinentes tout le temps, donc il pourra se lâcher aussi. J'ai toujours un souci avec le son dans le mahal. On t'entend bien là? اليوم ça va, j'ai fait un effort الحقيقة. Mais j'ai compris les sessions الأخرين عذبتكم شوية معايا الصوت. Je sais pas, vous avez l'impression quand tu قهوة لبرا وحدك تلعب بحوسه. Tu peux tout nous dire alors quand tu es en vacances, tu peux nous dire. لا ولا لا المرة اللي فاتت il y avait un chantier في البيرو. Donc بحذايا برشا حس. والمرة الأولى وقتها كي مروح باش نكور عندي تكويره 6 دونك هو في الثنيه ومره في الدار وحسيت عملت كل شيء. اول مره هذيك وقت حكينا برشا عملت فيها برشا فازات الحقيقه وانا بون صافا لا صوتك واضح واللاغيغ بلان تاعك زاد واضح. بون Très bien. Est-ce qu'on peut voir... Est-ce que les gens sont connectés, toi, ou la misère? Ils se connectent plutôt dans 5 minutes. يس وسيم انا قاعده نحضر في اللايف ما نحبش نزبيه المره هذه نبداوه في ساعه. on a quand même معنا un spectateur. عسلامة هاجر. بكري هاجر لازم نعطيوها الحق باش تتكلم. نعطيوها الحق. أنا تكلمت في الشات. هاي هاجر تنجم تتكلم تاع. اكتب تعمل.
بالك حشمة هاجر علاش تحشم فيها؟ الو هاني قال بونجور في الشات. اهلا عسلامة عسلامة مرحبا بك تسمع فيه ولا نسمعوا فيك. إيه، حتى صوت التلفزة اللي نسمعوا وراك. في التلفزه زاد. ودي بجنبي حطته وهذاك فوق القلب عرفت ربي يفضله لك. عايشك ميرسي عايش Merci pour tout ce que vous faites. Voilà, c'est très intéressant. Avec plaisir, Ashk. Si tu as un feedback à partager avec nous, nous sommes preneurs. D'accord. Déjà, j'ai répondu au questionnaire que vous avez émis la dernière fois. Donc, c'est fait, Mané. J'ai répondu aux différents questionnaires. Il y a tout en يعطيك الصحة. Ok. Encore une minute et on démarre. Je ferai une petite introduction et je te passerai la main, Razia. D'accord, ça marche.
Les amis, ما نعرفش علاش يطلع لي sur Facebook en attente de la vidéo en streaming. حطيت les paramètres الكل donc juste اعطيني لحظة برك. Ça marche, ok. Là, je me prends encore 1 minute, le temps que les gens se connectent. Je vois déjà 5 personnes qui sont connectées. Toujours le même souci, Amani? C'est bon, je suis presque. Il y a quand même un système de ressources faibles peut affecter votre qualité audio. Pourtant, j'ai pas touché paramètres. B. Je vais dans ce proto-outil. Allez, c'est parti. Très bien. Eh bien, bonjour à tous. مرحبا بكم في الtroisième épisode de ce programme, TS Academy Product Management. اليوم معنا غازي, cofondateur et product manager de Dapchi. Et on va parler de prototypage à travers de l'expérience de Dapchi, justement. Donc, comment penser son produit, le tester sur le marché, le faire évoluer à travers l'histoire de Dapchi, ses anecdotes. Donc, merci Raz d'être avec nous اليوم et je te donne la main pour cette session. Merci Wassim. مرحبا بالناس الكل. D'abord, je voudrais vous remercier aussi mon aide de m'avoir donné cette opportunité de présenter mon expérience au sein de Dapchi ou de parler aussi un peu d'Act Management, parce que je trouve qu'on ne parle pas assez dans le monde des startups. Donc, c'est une belle opportunité. Bravo pour l'initiative, vous et toute l'équipe du Business Startups. Pour commencer, le prototypage. Où je vais présenter les quelques principes de prototypage. Les différentes formes de prototypage qu'on a fait au sein de Dapchi, à différents stades de maturité de Dapchi. Et le retour d'expérience, ce qu'on a appris, ce qu'on a vécu. Je peux vous donner aussi les erreurs à ne pas faire, les astuces aussi. Donc voilà. Je vais me présenter, Razir Tata. À la base, j'ai une formation d'ingénieur en informatique. J'étais consultant en sécurité de ici dans quelques boîtes françaises. J'ai commencé mon expérience entrepreneuriale en 2014 avec la startup Link and Pay. J'étais CEO à l'époque. J'avais un CTO avec moi, c'est un Marjouk, qui est aussi le CTO de Dapchi, où la startup, elle n'a pas réussi, c'était un échec, mais c'était une source énorme d'apprentissage. Ça nous a aidé pour la suite, pour ne pas refaire les mêmes erreurs sur Dapchi. Et aujourd'hui, je suis product manager à Dapchi. Depuis, ça fait 5 ans presque. Qu'est-ce que c'est Dapchi pour ceux qui ne connaissent pas la startup?
c'est une fashion marketplace, marketplace de mode qui permet aux utilisateurs d'échanger, de vendre et acheter des articles de mode en ligne. Donc, ils peuvent gagner de l'argent en vendant leurs vêtements inutilisés. Ils peuvent aussi économiser de l'argent en achetant des vêtements d'autres particuliers à des prix très, très réduits. Et on a voulu que le tout soit fait dans une ambiance friendly, sécurisée, d'où la communauté qu'on a aujourd'hui de presque 500 000 utilisateurs. Et donc, c'est une application mobile, un site web, techniquement parlant. Les réalisations jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'on est à presque un demi-million d'utilisateurs inscrits, presque 1 million d'articles déposés sur le site, presque $1 million aussi, plus de sales au total. Il y a aussi une métrique qu'on suit de près, c'est le temps le temps passé sur le site, sur l'application. Donc, voilà où est-ce qu'on est arrivé jusque-là sur Dapchi. Maintenant, je vais mettre le prototypage dans son contexte. Donc, le product management aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est un cycle, disons, c'est un cycle d'activité. Ça commence par la découverte. Là, on se base, par exemple, Dapchi, sur les surveilles, sur les retours utilisateurs. On a la chance d'avoir une grosse communauté Loom. Et donc, ces utilisateurs-là, même sans les solliciter, c'est une grande source de feedback. On a des utilisateurs, ce qu'on appelle des ambassadrices, qui aujourd'hui nous appellent pour nous donner des feedbacks, pour nous solliciter sur des fonctionnalités à faire ou sur des bugs qu'on n'a pas forcément vus. Une des fonctionnalités du Product Manager, c'est de collecter toutes ces informations, c'est de les analyser, les synthétiser et de créer ce qu'on appelle le backlog. Aujourd'hui, sur Dapchi, on utilise Trello. C'est un système très simple, une sorte de post-it virtuel en ligne où on met toutes disons, les tâches, les fonctionnalités à faire, les bugs à corriger, etc. Et on commence à les trier suivant des degrés d'urgence ou suivant le stade sur lequel on veut agir plutôt dans l'application. Par la suite, il y a la partie design. C'est la partie sur laquelle je vais m'étaler aujourd'hui. Et ça consiste à créer des prototypes ou créer une sorte d'image ou d'aperçu au produit qui va être développé par la suite. Cette étape-là, je pense qu'elle est primordiale aujourd'hui parce qu'elle intervient entre deux stades qui sont très importants, le backlog et le développement. Le backlog, c'est une sorte de fonctionnalité, comme j'ai dit, etc. Ils sont écrits sous une forme assez particulière, ce qu'on appelle les user stories. Et ces fonctionnalités-là ou ces user stories ne sont pas forcément compréhensibles rapidement ou intuitivement par l'équipe de développement. Donc, c'est au product manager ici de faire en sorte de traduire ou de créer le pont entre ces demandes-là. Le backlog, ça vient de la découverte qui vient de l'équipe marketing, qui vient de l'équipe opération, qui vient peut-être aussi de l'équipe dev. Mais c'est au product manager, au moment de designer l'appli, d'expliquer en détail comment on va développer ou comment on va tester toutes ces user stories. Par la suite, il y a le côté développement. Je vais pas m'étaler. Et à la fin, monitoring d'évaluation, ça consiste à créer des métriques. Ce qu'on a fait à Dapchi, c'est qu'on a commencé dès le début à intégrer plusieurs outils comme Google Analytics, Facebook Analytics, on les a. On a intégré aussi Mixpanel dès le début de Dapchi. Bon,
on l'a pas inventé comme ça, on l'a en quelque sorte hérité de la startup précédente, Link and Pay. On avait fait l'erreur, disons, de passer un an et demi à créer le produit, à faire tout ce qui était en notre pouvoir pour créer le produit le plus perfectionné possible. Et du coup, ça nous a servi par la suite. Ce n'est pas forcément une bonne chose, mais ça nous a servi par la suite pour apprendre, pour créer convenablement le produit d'Upshift. Donc, j'ai un peu parlé du pourquoi on a besoin de cette partie design. Donc, comme j'ai dit, c'est un premier aperçu. Ça ne coûte rien de faire des images, de faire des croquis. Quand une image, ça vaut 1000 mots, donc ça vaut le coup de le faire. Ça nous permet de faire des itérations ultra rapides. Comme j'ai dit, un design ou un croquis, on n'a pas besoin d'avoir des outils perfectionnés pour le faire, surtout dans des stades au début de la maturité de la startup. Et donc, ça nous permet, en quelque sorte, de matérialiser progressivement ce qu'on va voir dans l'appli, les interfaces, le design, les interactions, etc. Ça nous permet… Raz, juste une petite question rapide. Oui. Là, tu parles donc du développement, je pense, de la première version, tu as le web interne comme l'application. Et du coup, je me demandais combien de temps il a fallu, au fait, entre le moment où vous avez créé la page Facebook, où vous avez commencé à avoir une communauté, et le moment où vous avez développé le premier produit sur lequel vous avez migré cette audience-là. Ça nous a pris 4 jours. Alors, 4 jours pour développer le premier prototype, mais le site, la page Facebook, elle existait depuis combien de temps à l'époque? La page Facebook, en fait, on l'a créée le premier de l'idée de Dutch. Pardon, le premier jour. Le premier jour, معناها وقتاش بالضبط؟ Oui. C'était le début janvier, le 15 janvier, je crois. OK. Le 4 janvier. Le 4 janvier, vous avez votre page Facebook, vous commencez déjà donc à créer du trafic dessus et exactement. Ouais. Donc, la première page Facebook, c'était pour avoir la communauté, pour avoir un premier noyau. C'était les amis des amis, etc. Je pense que les 800 000 premiers utilisateurs, c'était que des amis d'amis de amis. 800 000 On est arrivé à 1000. 1000, ok. Après, 800 000, ça fait toute la Tunisie. Vous avez ou par la suite, bon, si on avait à l'époque la possibilité d'avoir une sorte de shop sur Facebook ou n'importe quel produit facilement, on aurait pu le faire. Mais en fait, on avait l'opportunité d'avoir déjà le produit de Link and Pay, de l'ancienne startup, qui était aussi une sorte de marketplace. Et donc, on a en quelque sorte fait une sorte de reuse. on a pris uniquement l'essentiel, où on a fait un croquis de 5 pages en quelques minutes, et on a décidé que ça va être le site. On a installé, au début, on pensait pas que ça allait prendre juste 4 jours, mais puisqu'on avait tout à l'époque, on s'est dit, là, on se lance et ça marchait. Et la difficulté à ce moment-là, c'était de pouvoir justement convertir ces utilisateurs-là de Facebook à notre site. C'était… Bon, je vais parler en détail par la suite. Hein, voilà, d'accord, je pense que ce serait intéressant de voir justement pourquoi ça n'a pris que 4 jours et qu'est-ce que vous avez utilisé comme outil, par exemple, pour créer ce site rapidement. Quels sont les choix que vous avez faits du point de vue des fonctionnalités? Est-ce que c'était juste un site vitrine ou est-ce qu'il y avait déjà des fonctionnalités qui permettaient d'avoir des acheteurs et des vendeurs? Donc, je te laisse avancer, mais je pense que ça va être super intéressant de comprendre comment justement est né le produit Bchoua et Bchoua. Exactement. Bah, je vais te dire, c'est pas énorme. En fait, on a décidé que ça va être une marketplace dès le début. Bon, on a essayé de faire le plus simple possible. C'est-à-dire qu'au début, on a fait des croquis, on a listé toutes les fonctionnalités qu'on voulait avoir. Et après, on a sorti la hache. On a commencé à supprimer tout ce qui était en quelque sorte inutile ou difficile à développer ou qui n'était pas intéressant de proposer au début. Donc, au final, on s'est retrouvé avec 5 pages. Une page pour ajouter un article, un formulaire, une page pour
une page pour afficher tous les articles, une page pour afficher l'article d'un utilisateur. Dans cette page-là, on pouvait contacter l'utilisateur en question, une page pour se connecter. Et on a fait en sorte d'intégrer juste la connexion via Facebook, justement pour que ça soit presque instantané de se connecter. Et puisque tous les utilisateurs, en tout cas les utilisateurs du premier noyau venaient du groupe Facebook, donc on s'est dit que ça allait plus vite, qu'il n'y avait pas de problème avec ça. Donc voilà, et une fonctionnalité de recherche. Mais du coup, alors je sais qu'au début c'était complètement gratuit, mais du coup il n'y avait pas de notion de paiement ou de livraison. C'était juste un moyen de connecter les gens et après ils se débrouillaient tout seuls pour livrer le produit. Exactement. Notre promesse au début, c'était de dire aux gens qu'on allait avoir une plateforme centralisée, enfin une plateforme unique qui allait centraliser tout ce qui se faisait dans les groupes Facebook d'achat et vente entre particuliers. Donc, on a commencé avec notre propre groupe et on a aussi sollicité, je sais pas, plein de gens qui étaient très actifs sur les autres groupes de vente et achat. Et on a beaucoup parlé aussi avec nos utilisateurs sur ce groupe Facebook-là. Moi-même, pour l'anecdote, j'avais un faux profil Facebook de fille qui s'appelait Sandra et je passais mes journées à parler aux filles qui étaient sur ce groupe-là justement pour avoir des feedbacks vraiment qualitatifs. Ok, super, j'aime bien l'anecdote. Voilà. Donc voilà, après, à l'époque, c'était pas évident de migrer ces gens-là vers notre plateforme parce que déjà, il n'y avait pas la promesse, il n'y avait pas des milliers et des milliers de gens qui partageaient. Tu ne retrouvais pas forcément l'article que tu voulais à un instant T. Mais en tout cas, comment on les a convaincus? C'est en proposant ce site-là, en proposant de partager le lien de l'article que tu mettais sur ce site-là, sur tous les groupes Facebook d'achat et vente. Donc ça les a convaincus. Ils ont commencé à faire cela. Au lieu, donc, pour expliquer, au lieu de partager plusieurs fois sur plusieurs groupes, tu partages une fois sur Dapsheet, tu partages juste le lien sur les autres. Et ça a marché petit à petit. Donc voilà, c'est comme ça. Ok, très intéressant. Donc en fait, ouais, la première approche pour les migrer, c'est que tu leur facilitais tu leur offrais une plus grande visibilité à travers tous les groupes et tu leur facilitais leur travail. Exactement. Ok, très bien. Donc voilà. Pour revenir au pourquoi du prototypage, voilà, donc ça nous sert à tester avant de développer. Ça nous sert aussi à fixer notre MVP, à hacher toutes les parties qui ne servent à rien, et aussi à gagner du temps, puisque ça nous évite de développer, de tester, de redévelopper, etc. Donc voilà, les principes du prototypage à un stade avancé, on a trois parties, disons. C'est une chaîne. D'abord, on a le wireframing qui peut se suffire à lui-même dans un premier temps. Hein, par exemple, pour le premier site qu'on a fait au début, il fallait faire juste un croquis. Ici c'est vous voyez les schémas, ce qu'on appelle dans l'appli le product card. C'est l'article miniature que tu vois sur l'application. Et c'était pas au début, c'était au dernier stade, à la dernière itération de Dapsheet. Et donc on a fait pas 3, on a fait environ 6 ou 7 croquis. On a essayé de les tester auprès des Dapsheet. Et pour l'anecdote aussi, on s'est retrouvé avec un très bon article product card à la fin. Et pendant les 2-3 semaines, on faisait du bêta testing à la fin, juste avant de sortir notre dernière application. Il y avait beaucoup de plaintes pour cet article card. Donc, on a repris le wireframe, on a repris tout le cycle de design pour redévelopper à nouveau un truc qui satisfaisait les vendeuses et les acheteuses. Alors, je ne sais pas très combien. Qu'est-ce qui les embêtait? Est-ce que tu avais un point particulier, Matane, qui revenait tout le temps? Un point particulier? Non, ce qui les gênait, en fait, c'est l'UI, c'est le design. C'est la place des composants dans cet article card. C'est-à-dire que si tu vois, sur l'image de droite, on voit
voit un exemple d'article carte qui a été designé au début, et il y avait par exemple le texte qui était superposé, qui était au-dessus de l'image. Il y avait la marque et le pourcentage de rabais en gros sur la photo. Et donc, ça gênait à la fois les vendeuses et les acheteuses. Ils nous disaient à la fin que c'était pas très bien, que ça rendait pas très bien avec les images de leurs articles. Ok. Ça bousillait un peu l'expérience. Donc voilà, après des va-et-vient, on a décidé de reprendre à nouveau, de simplifier et de retester avec eux. On a retesté 2 ou 3 encore modèles pour enfin arriver au bon modèle. Juste une question rapide. Qui s'occupait de ce design-là? En général, on se dit toujours qu'il faudrait un designer pour dessiner la UX et pour la penser. Mais dans votre cas, vous, est-ce que c'était Antoum, les cofondateurs? Est-ce que vous avez recruté quelqu'un de spécialisé dans le design? À la dernière itération, c'était un UX UI design. Donc, on avait le luxe à ce moment-là, on pouvait se payer un bon UX designer. Et donc, c'est lui qui faisait la traduction, qui faisait lui-même d'ailleurs les croquis. Il les traduisait sur, par exemple, là, l'image de droite, c'est la traduction du wireframing sur Adobe XD. Et donc voilà, pour les phases d'avant, au total, il y avait 5 itérations déjà. Et sur les 4 premières, c'était nous. C'était d'ailleurs moi qui m'occupais de ça. Ok, très bien. Donc, on peut quand même démarrer avec des choses simples jusqu'à avoir le luxe, comme tu dis, de s'offrir un designer. Exactement. Pendant 2 itérations, en tout cas les 2 premières, il suffisait d'avoir un piano et on faisait tout ça là-bas. On décidait de tout ça là-bas. Après, pour la 3e itération, j'ai essayé d'apprendre moi-même Sketch. Donc, j'ai essayé pour la 4e, je sais un peu plus. Et pour l'autre itération, on l'a pas fait réellement sur un vrai outil de prototypage, mais on a plutôt utilisé les composants UI du framework qu'on utilisait pour l'application mobile. Donc, en quelque sorte, on développait sans la partie intelligence derrière, on développait juste le front avec des composants déjà prêts de l'UI que proposait le framework. Je ne sais pas si Si, je pense que c'est clair. Donc ça, c'est la première étape du wireframing. Et comme j'ai dit, elle peut se faire à elle-même pour les premières itérations. Pour la dernière itération, donc on est passé à l'étape d'après où on avait à la fois créé notre charte graphique et on l'a fixée. Je peux vous la montrer par la suite si vous voulez. Elle est très détaillée. Elle comporte le style général, les valeurs de la culture de Dapchi qu'on veut transposer sur le design. Voilà les couleurs, les styles d'image qu'on veut proposer aux gens. Et donc, en appliquant ces couleurs, ces icônes, ces types d'images, etc., sur les wireframes qu'on a fait, on se retrouve avec une boîte. C'est en quelque sorte une présentation statique de l'application. Et par la suite vient l'étape de prototype. Celle-ci aussi, on l'a utilisée qu'à la dernière itération de Dapchi. Et ça consiste dans l'outil même qu'on a utilisé Adobe XD, de faire des liaisons entre les différents écrans et de faire en sorte qu'à la fin, on se retrouve avec une application qui, je dirais, qui fonctionne presque, mais sans la partie traitement intelligent derrière. Donc, c'est juste un front, une UI qui fonctionne. Donc, quand tu cliquais sur un bouton, tu passais sur un autre écran, etc. Donc voilà, c'est les 3 phases qu'on a suivies nous-mêmes pour la dernière itération de Dapchi. Ça a pris environ 3-4 mois de faire, mais c'était très intéressant, très instructif. Et je reviens sur le wireframing pour que le designer UI UX puisse faire tous ces wireframes et redesigner à nouveau l'application. Il fallait réécrire en avant toutes les user stories from scratch, parce qu'on n'avait pas ça.
On se contentait de créer des user stories pour les nouvelles fonctionnalités ou pour les corrections de bugs, etc. Et là, on était obligé de tout refaire. J'en ai parlé un peu. C'est les 5 itérations majeures du produit Dutch. Donc, en janvier 2016, on a commencé avec le groupe Facebook. J'en ai parlé. Donc, au début, on n'avait pas besoin de produit et on ne voulait pas avoir ce produit-là. D'abord, parce que Dutch, c'était pas un projet à part entière au début, hein, c'était un side project. On travaillait toujours sur l'autre startup Linkapay, mais on voulait juste tester le marché. Amen, la CEO, elle avait l'habitude d'utiliser ces applications-là en France, qui m'a fait et en Tunisie. Donc, on s'est dit, on se lance avec un groupe Facebook, on va collecter le maximum de gens, on va construire le premier noyau de communauté et ça va être ça notre MVP. On n'a pas besoin de créer ni appli ni site web. D'ailleurs, on savait même pas comment on allait monétiser cette appli ou ce site web. On se disait juste qu'on voulait vraiment faire plaisir aux gens, faire plaisir d'abord à Amen et ses amis, d'autres personnes. Donc voilà, c'est ça ce qu'on a fait, ce qu'on a voulu faire. On a essayé de résoudre le problème pour un segment très réduit de la population. Par la suite, on a créé le premier site. Donc, comme j'ai dit, c'était juste un prototype papier où on a fixé les 4 ou 5 grosses features qu'on allait mettre et qui seraient simples à produire et à développer rapidement. Ce produit-là, le site web de Dutch, la première itération, le produit il a duré 1 an et demi. Pourtant, il était vraiment pas très bien codé. Hein. Justement, j'allais te poser la question sur les choix technologiques que vous aviez fait. Oui. Huni, la première version de Dapchi, on a utilisé du PHP MySQL. Et donc, si tu voyais le produit, c'était du MySQL mixé à du PHP mixé à du HTML. Le tout imbriqué, où c'était pas quelque chose de maintenable pour la suite. On savait que ça allait se casser un jour. Mais le gros avantage, c'est que ça allait nous faciliter énormément les itérations. C'est-à-dire que si on avait à l'époque une fonctionnalité à tester, un nouveau bouton à mettre, n'importe quoi, vraiment pour circuiter tout le cycle de product management, on ne faisait pas de user stories, on ne faisait pas de design, rien du tout. On allait directement dans le code, modifier ce qu'on voulait et on sortait la feature en un jour. Et donc, ça a été franchement un gros avantage à ce moment-là. Raz, oui. En fait, il y a une étape, des entrepreneurs, disons, ils prennent la décision sans avoir une base. باش يعملوا le produit directement sur mobile ولا une application. حبيت نسألك أنت بالإكسبيرينس تاعك علاش vous avez décidé tout باش تبداو بسيت ويب plutôt qu'une application. Est-ce que فما réellement Alors, en fait, tout simplement, on n'avait pas le savoir-faire. On ne savait pas comment développer des applis. On ne savait pas à l'époque qu'il existait même des frameworks pour développer des technologies web. Et donc, on a choisi de faire ça. En plus, comme j'ai dit tout à l'heure, on avait l'avantage d'avoir un autre produit qui était déjà prêt, le site de Linkapay. Et donc, en quelque sorte, on l'a réutilisé, on voulait directement le proposer aux gens. Et donc, aussi, ça marche. Je crois que tout par obligation, mais je crois que c'est le fait de tout le site web plutôt qu'une application, ça vous a facilité de taper office sur le marché pour tester ou d'avoir des analytiques. Donc, quand تحكينا من l'expérience نتاعك شنو le fait d'avoir un site web باش عاونكم plutôt que بديتوا بune application ou est-ce que اليوم كان تعاود توخر التالي وعندكم les capacités techniques باش تعملوا une application, est-ce que vous commencerez
par une application ولا تعاود كيف تبدا بسيت ويب. Voilà, si c'était à refaire, je pense qu'on referait la même chose. Un site web, علاش un site web على خاطر كيما قلت انت c'est plus rapide à faire, c'est plus simple. Et en plus, il faut se mettre dans la tête qu'on a commencé avec un groupe Facebook. Il fallait convertir toutes ces c'était pas évident de le faire. On leur parlait H24, ces personnes-là, on essayait de les convaincre de toutes les façons. Donc déjà, convaincre quelqu'un d'aller sur un site, de créer un compte et de créer un article, c'était pas simple. Où tu l'obliges à télécharger une appli, d'attendre, de voir s'il a de l'espace sur son téléphone, d'essayer de comprendre comment ça marche, etc. C'était perdu à l'avance, je pense. Du coup, voilà, les gens, quand ils accédaient à Dabshi, ça leur ouvrait ça dans une fenêtre où l'application Facebook, ils ne sortaient pas de l'application. Quand ils se connectaient avec le bouton en connexion avec Facebook, ça ne les sortait même pas de Facebook, ça les reconnaissait automatiquement. Ils n'avaient même pas besoin de rentrer dans le nom d'utilisateur, en tout cas, parce que l'appli reconnaît ce bouton-là. Et donc, c'était beaucoup plus simple de convertir les utilisateurs. Après, même avec la connaissance qu'on a aujourd'hui en termes de développement mobile, je pense qu'on ne l'aurait pas fait. Et surtout, à l'époque, on voulait vraiment tester le modèle. Pourquoi se casser la tête, faire une appli, etc. Si ça ne marche pas. Donc voilà, on a décidé d'aller rapidement ou de tester. Donc voilà, mais je reviens à ce que je disais. On voulait convertir progressivement ces utilisateurs-là. Donc on a décidé d'aller rapidement comme ça. On avait l'avantage d'avoir des feedbacks vraiment qualitatifs, parce qu'on parlait en one-to-one de ces personnes-là. Et ces personnes-là, on les connaissait, parce que c'était généralement des amis d'amis. Où ce site web-là aussi nous a permis de chercher notre business model. Parce qu'on a testé plusieurs business models et c'est qu'à la fin, quand on était convaincu qu'on devait être un tiers de confiance, qu'on devait monnayer, récupérer une commission sur cette plus-value-là, c'est à ce moment-là qu'on a décidé de faire les choses dans les règles de l'art et de redévelopper le site. Donc, on arrive à la troisième itération de Dabshi, qui est l'application mobile et le site web. Donc, ce site et cette application-là, en fait, on a commencé en janvier à faire le groupe Facebook, aussi en janvier à faire le site web. Le premier site, il est apparu en avril 2017, mais on a commencé à le développer depuis mai 2016. Et donc, c'était juste pour vous dire qu'on avait plusieurs produits à chaque fois en parallèle. Un qu'on maintenait et qu'on développait et où on ajoutait nos nouvelles fonctionnalités, on testait. Et l'autre qui était, dans ce cas-là, c'était un site fait dans les règles de l'art avec Oussem, le CTO. Là, les technologies, c'était plutôt du Angular, avec du MySQL. Et pour l'application mobile, c'était du Ionic. Ionic était basé à l'époque uniquement sur Angular. Et donc, c'était plus simple pour nous de développer la chose. Donc, on avait juste à modifier un peu l'UI du site web qu'on avait créé pour l'adapter au mobile. En ce qui concerne le prototypage pour cette appli et ce site web, on s'est basé uniquement sur les frameworks qu'on avait. Donc, pour le site web, c'était uniquement du Bootstrap. Et pour l'application mobile, c'était le framework Ionic, justement, qu'on utilise toujours d'ailleurs pour le développement mobile. Et on essayait de créer des croquis. C'était pas un codage très difficile.
On prenait des composants déjà prêts qui sont proposés par le framework lui-même et on essayait de créer nos premières interfaces. BAD intervient la quatrième itération de l'application mobile et du site. Pour nous, c'était pas une grosse évolution majeure, mais en fait, on n'avait pas la possibilité à l'époque d'embaucher un designer de UI UX. Et donc, j'ai décidé de la faire moi-même, d'apprendre l'outil Sketch. Je me rappelle qu'à l'époque, il y avait iOS 9 ou 10 qui sortait, il y avait une belle UI, une nouvelle UI. Et donc, on prenait cette template-là et on prenait quelques composants de cette template-là et on construisait quelque chose qui rendait bien. Et sur cette itération-là aussi, on s'est concentré sur les pain points des utilisateurs. C'était donc en mai 2018 qu'on a sorti cette version-là. Sur cette version-là, on avait le luxe de faire, l'avantage de faire des focus groups avec les utilisateurs qu'on avait. À cette époque-là, on avait dans les 250-300 000 utilisateurs et on avait vraiment des utilisateurs qui étaient accros à l'appli. Ces utilisateurs-là, on les ramenait dans le code d'Upshi, on leur parlait, on regardait comment ils utilisaient l'application de vous. Il y avait des choses qui nous faisaient vraiment rire à l'époque. On avait des boutons qu'on appelait des boutons fantômes. Les utilisateurs devant nous, ils ne voyaient pas du tout. Même quand on leur disait qu'il y avait un bouton en haut à gauche, c'était très difficile à ce point. voir. Et du coup, voilà. Il y avait beaucoup de pain points. On essayait de les résoudre tant bien que mal. On arrivait à sortir quelque chose, mais juste après, on était convaincus qu'on allait devoir revoir from scratch toute l'appli et le site. Donc, c'est une sorte d'évolution. Même techniquement, il n'y avait rien qui a changé côté technologie ou pas beaucoup côté design. C'est une petite amélioration. Il y avait surtout de l'UX, mais juste après, on a décidé de presque tout casser et refaire le début. Et c'est là qu'est apparue l'application mobile V3 qu'on a sortie en mai 2020, dernièrement pendant le confinement général. Après, on l'a commencé 1 an et demi avant, pour me dire l'effort qu'on a mis. Donc, cette fois, c'était un prototype vraiment sérieux, fait dans les règles de l'art. On avait notre UX UI designer. Il utilisait Adobe XD. Il l'utilisait parce qu'il l'avait déjà utilisé avant. On n'a pas fait forcément de benchmark sur tous les outils. C'est juste qu'il avait la main dessus. Et comme j'ai dit tout à l'heure aussi, on a dû réécrire toutes les user stories qu'on avait, même des plus basiques. On a essayé de résoudre aussi toutes les problématiques UX qu'on avait. Et une chose très importante qu'on a fait à l'époque, c'était de redéfinir la charte graphique from scratch aussi. Ça nous a permis de sortir les deux écrans. Alors, avant de passer à autre chose, oui. Ça c'était votre dernière version, les charges à la fin du confinement, c'est ça? Exactement. C'était quoi, en mois de mai, à quelqu'un? Ok. Cette version-là, on l'a commencé fin 2018. On a passé, comme j'ai dit tout à l'heure, un target 3 à 4 mois à faire le prototypage. Où on a fait en sorte, on est sorti avec plus de 50 screens, quelques 200 composants. On a fait en sorte que cette version-là soit une version vraiment viable, réutilisable sur le long terme. Donc, on a bien travaillé les choses, on a bien isolé tous les composants, toutes les icônes, tous les boutons, toutes les formes qu'on pouvait utiliser sur l'appli d'Upshi. Ça nous facilitait la tâche par la suite pour la création, pour l'implémentation de
nouvelles features, etc. Et ça nous a facilité énormément le développement front. Après, pour l'anecdote, on n'était pas NOSM, on n'était pas des experts de front. On ne pouvait pas traduire ce genre de maquette en API qui marche. Et on avait pris un freelancer au Cambodge, je crois, où avec tout le matériel déjà prêt, en fait, tout qui était très bien détaillé, les user stories, etc., le gars, il nous a sorti l'API mobile en 3 semaines. En 3 semaines? En 3 semaines, alors que c'était une API from scratch. On lui a pas donné de code, rien du tout. On ne voulait pas sortir notre code, l'exposer. On lui a demandé juste de répliquer ce design-là sur une nouvelle application Ionic from scratch, sans l'intelligence ou le traitement qu'il y a derrière. Ok, 3 semaines. Et 3 semaines, et combien d'itérations? Voilà, c'était déjà satisfaisant en 3 semaines. Là, en fait, on parlait tous les jours. On parlait tous les jours, voilà, tous les 2 jours de l'avancement. On regardait s'il y avait des problèmes, s'il y avait des choses à reprendre. Mais voilà, on avait en tout cas, au bout de ces 3 semaines, la base qui nous permettait de continuer tout ça. Une autre question du coup, Ratali, il faut qu'on rattache ça à l'écosystème tunisien, mais tu n'aurais pas pu trouver un deal similaire Fitounes, que ce soit du point de vue compétence ou du point de vue financier? J'aurais peut-être pu trouver. La wesh, toi, comment tu as trouvé ton freelance? On a utilisé une marketplace. Ça va, Après, il y a freelancer.com, il y a Upwork. Upwork, oui, voilà. On a fait notre demande sur Upwork. On s'est retrouvé avec plusieurs designers, plusieurs développeurs designers, où on demandait à ces personnes-là de développer juste le premier script de Dapchi, la homepage. Et on voyait en combien de temps ils faisaient ça, avec quelle exactitude ils le faisaient. Et à la fin, on avait choisi. Ça aurait pu être un Tunisien, on avait des Tunisiens parmi les candidats. Ok, intéressant. Ouais, c'est vrai qu'il y a des Tunisiens aussi qui sont inscrits sur cette plateforme-là. Je pose toujours la question parce que ça se développe énormément Fitounes. Je me dis, est-ce qu'on peut trouver la même qualité et la même rapidité pour peut-être même des tarifs plus avantageux Fitounes ou l'allée. Mais on pourra en reparler plus une autre fois. Okay. Donc voilà, on est sorti avec un produit. Quand on l'a lancé, l'Afrique, ça trouvait un engouement énorme. On a vu d'un côté data un énorme bon. Qu'est-ce que je voulais dire aussi avant de lancer l'application aussi, c'est quoi, on a pris le temps. On a passé 3-4 semaines avant le lancement réel à faire des va-et-vient et à tester l'application avec environ une centaine d'utilisateurs des plus accros à Dapchi. Et à ce moment-là, on a eu beaucoup de feedback. On a revu beaucoup de composants, Z à déployer parfait. Et voilà, ça a donné la version finale qui était lancée fin mai. Razi. Oui. ربي عندي كل كيستيون باش نرجع بيك شويه على اليوزر ستوريز. دونك مش برشا عباد تعرف كيفاش البروسيس تاع اليوزر ستوريز وشنو هما لي كيستيون كون دوا بوزي pour créer des user stories qui reflètent réellement les utilisateurs اللي يستعملوا فينا. La deuxième question اللي هي علاش vous avez développé une application ولا une version ومن بعد وريتوها لل early adopters تاعكم ولا les utilisateurs اللي يستعملوا برشا في دابشي plutôt que وريتوهم un prototype en se basant sur les mockups اللي عملتوهم. D'accord. Concernant les user stories, si on veut
là, c'est une sorte user story, c'est un parcours utilisateur, c'est une fonctionnalité en soi. Généralement, il y a une nomenclature. On écrit en tant qu'utilisateur, en tant qu'administrateur, ou en tant que veut faire telle action à tel endroit. Et c'est comme ça qu'on construit les tâches, les user stories quand même dans le backlog. Bon, il n'y a pas beaucoup de complicité à le faire. Après, il faut juste se mettre se mettre dans la tête que c'est pas Ahna le user, que c'est un persona. Donc, il y a un travail aussi en amont qui est de construire ou de définir ce persona-là. شكون قداش عمره شنو ses hobbies, comment il utilise les sites, c'est quoi ses habitudes pour l'achat en ligne, etc. Et c'est comme ça qu'on construit les user stories. Ou concernant oui. Alors, je vais juste te dire qu'il y a, pour compléter, juste qu'il y a un formalisme en fait pour user stories en général. Et comme tu l'as décrit, en général, quand on veut écrire une user stories, on l'écrit au nom de l'utilisateur. L'utilisateur va se connecter sur la page principale. C'est une histoire d'utilisateur. Et après, elle est décomposée en tâches qui vont rajouter le bouton où sur lequel il va appuyer. Le bouton va envoyer une interaction, le back-end, etc. Ça va être des tâches d'implémentation. Mais les user stories, c'est l'utilisateur va faire quelque chose. L'utilisateur va se connecter, l'utilisateur va cliquer sur un produit, l'utilisateur va acheter quelque chose. Et donc, tu décomposes comme ça toutes les actions que fera l'utilisateur et toutes les stories, finalement, les histoires de l'utilisateur. Exactement. Concernant les tests, après avoir fait le design ou tous les screens qu'on avait, etc., on les a montrés à des utilisateurs. Mais c'était la très difficile d'avoir des feedbacks. Il y avait pas, les utilisateurs, ils n'avaient pas beaucoup de motivation à consulter un prototype qui ne marchait pas réellement. Okay. Et donc, on avait beaucoup de difficultés à avoir des vrais retours. C'est le fait que ce prototype-là, quand tu le voyais, designé de l'outil, etc., il est beau à voir, les images sont bien choisies. Quand tu les développes et que tu les confrontes à la réalité, avec la vraie réalité des données, les images qui sont prises, etc., là, tu vas trouver les petites différences. Là, tu vas pouvoir améliorer, tu vas pouvoir mieux mettre en avant les images, tu vas pouvoir changer les places de quelques boutons, etc., quelques composants. Et donc aussi, juste le fait d'avoir... Justement, أنا حبيت en fait تعرف c'est une étape très importante le fait اللي باش توري un prototype ولا une version les utilisateurs قبل الريليز نتاعها. عندك شي une anecdote نتاع حاجه كنتوا تسخيلوها دون فاصون حطيتوها في الفيرسيون قبل ما توريوها les utilisateurs من بعد le feedback des utilisateurs ولا le comportement des utilisateurs وراكم حاجه اخرى وبدلتوها. Il y a plein d'histoires comme ça. Après, pas une anecdote qui ressort, mais bon, à titre d'exemple, si tu voyais l'écran de droite, en haut, une femme à start typing. À gauche, il y a l'image qui représentait le genre. Le genre femme, fille, garçon. Avant, c'était très bien mis en avant. Si tu vois l'image de gauche, c'était bien mis en avant dans l'ancienne application. Et là, ça se transformait en un petit bouton. Et donc, tous nos utilisateurs qui ont essayé la bêta et même tous les personnes qui travaillent à Dapchi nous ont demandé pourquoi on ne voulait plus faire de Dapchi Quiz, pourquoi on ne voulait plus vendre des filles ou des personnes. Okay. C'est juste pour montrer que le bouton, l'emplacement de ce composant-là, il n'était pas très bien pensé finalement. La dernière version de l'appli, mais du coup, le composant, il prenait presque la moitié de toute la barre de recherche. Donc, il y a maintenant l'image de la femme, le petit
difficulté sur un garçon, un petit garçon d'étudier. Donc voilà, c'est juste quelques petits détails. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'article 4. Les gens ils nous disaient qu'ils ne voyaient pas très bien l'article 4 qu'on présentait, ils ne voyaient pas très bien l'image de l'article avant de cliquer dessus. Qu'il y avait des composants qui étaient au-dessus, qui cachaient un peu l'image, on a dû s'adapter. Il y a beaucoup de choses comme ça. Si je me rappelle, en tout cas, voilà. Mais comment réussir un prototype, peut-être pour finir. D'abord, ce que j'aimerais dire, c'est un prototype, ça dépend de quel stade de maturité, dans quel stade vous êtes. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les outils qu'on connaît, le prototypage, ou de faire des prototypes, des liaisons avancées entre les screens, etc. Un stylo et une feuille suffisent, surtout pour les débuts. Il faut penser aussi à l'organisation, des fonctionnalités. Il ne faut pas sortir du cadre voilà, des habitudes des gens. Les gens, quand ils rentrent sur une application de e-commerce lambda, ils ont l'habitude de voir, je ne sais pas, un home, réglage, etc. Il ne faut pas trop perdre les gens. Il faut rester très organisé ou très minimaliste pour la première approche. Il faut penser UX, c'est-à-dire qu'il faut vraiment revoir tous les user stories. Il faut consulter aussi la data ou le feedback des personnes pour savoir si telle fonctionnalité est utilisée ou pas, si on l'enlève ou pas, si telle fonctionnalité est importante, mais elle est mal placée et elle est mal utilisée. La charte graphique, dans un stade avancé, je pense qu'elle est très importante et elle va vous faire gagner beaucoup de temps. Les outils, il y en a plein. Nous, on a utilisé ces trois-là. C'est pour ça que je les cite. On a utilisé Sketch au début, Adobe à la fin, InVision aussi au milieu. InVision, et il a l'avantage de faciliter le travail en groupe. Et finalement, les feedback. Feedback, toujours avoir des feedbacks des utilisateurs, sortir des versions de bêta, sortir des versions de test, essayer de montrer ces prototypes aux gens, essayer d'avoir le retour des gens sur des fonctionnalités qu'on va développer quand on veut développer. Donc voilà, c'est ce que j'ai à dire pour ça. Donc moi, c'est des captures d'écran de l'ancienne application, la V2 juste avant la dernière. Rooney, par exemple, aide pour revenir à ta question, le bouton Mes commandes, si tu vois la première image, il était placé dans la page notification. Les gens, ils avaient besoin de consulter, de voir tout le temps où en sont leurs commandes, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Ou ils ne le retrouvaient pas forcément. Et même quand on voyait nos analytics, cette page-là n'était pas très bien consultée. Donc là, on sortait avec un wrong user flow. Et dans la nouvelle application, on l'a changé, on l'a mis directement dans la page web. Voilà, c'est quelques erreurs, quelque chose qu'on a fait, qu'on a modifié. C'est ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est la page recherche. Avant, les filtres, les gens, ils n'arrivaient pas à les trouver. Il fallait qu'ils rentrent dans l'une des catégories femme, fille, garçon, ensuite sélectionner une sous-catégorie pour par la suite se retrouver avec les filtres pour sélectionner par exemple l'heure ou l'état de l'article, etc. Et on a, en repensant l'application, on a essayé de les mettre en avant. Comme vous voyez, donc, les 5 rangs de filtres. On a essayé de mettre en avant aussi, on y marque du mois, mais ce n'est plus le cas. Maintenant, on met les favoris des gens. Une liste qui représentait les articles récemment vus de la personne, parce qu'on pense que, c'est pas qu'on pense, mais d'après les données, les articles favoris ou les articles déjà vus ont généralement beaucoup plus de chances d'être vendus.
Et puisqu'on a un catalogue qui est énorme, on a presque 2000 articles par jour qui sont ajoutés sur le site. Donc, c'est devenu très difficile pour les gens de pouvoir chercher un article, de trouver la perle rare, etc. Donc, cette page recherche, c'était un gros travail de réflexion entre nous et avec les utilisateurs. Et ça, c'est ce qu'on appelle un flowchart. C'est la relation entre les différents composants qu'on a. Ça facilite par la suite en fait, pour construire le prototype dans l'outil, de passer du mockup au prototype. Voilà. Super. J'ai une question spontanée vis-à-vis de tout ce que tu nous as présenté. Donc, what's next? Tu as comme un demi-million d'utilisateurs, pratiquement 1 million d'articles enregistrés. Vous avez envisagé d'y inclure un peu d'intelligence artificielle, un système de recommandation, reconnaissance des produits, Haja qui vous pousserait au prochain niveau? Exactement. Ben, c'est un de nos prochains challenges. Un de nos challenges, déjà, c'est de s'internationaliser, c'est d'aller en Égypte. Et deuxième chose, c'est d'intégrer l'intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve, comme tu as dit, aussi bien aussi, on se retrouve avec 450 000 utilisateurs. Et ces utilisateurs-là, ils ont le même affichage, ils ont le même feed pour tout le monde. On a une grosse communauté hétérogène, alors qu'ils se retrouvent avec les mêmes produits, en tout cas affichés ou mis en avant. Donc, c'est quelque chose qu'on essaie d'améliorer. Et c'est un challenge pour nous. On va essayer de faire justement un feed unique à chaque personne qui ne dépendrait pas uniquement des propriétés de comment dire, le feed, il contient des articles. Chaque article a un score. Et ce score-là, il dépend uniquement de l'article en soi, ses propriétés. Combien il a été liké 2 fois, combien il a été vu 2 fois, il appartient à quel Dabchoucha en question, si Dabchoucha est active, si elle a beaucoup de ventes, si elle a un bon score en interne, etc. Et le challenge, c'est de créer un feed qui s'adapterait à la personne maintenant. Qui s'adapterait à la personne, aux personnes qu'il suit, ses habitudes d'achat, ses habitudes de like, comment il se comporte sur l'appli. Donc oui, ça fait partie de notre timeline. Ok, donc la première approche terre, comme ça va être plutôt une approche de recommandation. Donc comment afficher le bon produit pour les personnes. L'autre approche pour Dabchi qui peut être intéressante, c'est peut-être détecter aussi les marques ou le type d'habit ou ce genre de choses pour recommander des choses qui leur ressemblent. Je ne sais pas si vous avez déjà envisagé ce genre de choses. Ça devient à la mode en fait. Tu regardes des habits et puis tu détectes automatiquement le type à la marque. Même ça, on s'y intéresse. Loom, pour l'anecdote aussi, dans la page article, quand tu scrolles tu te retrouves avec les articles similaires. Ces articles similaires, Loom, c'est un feed d'articles, mais c'est des articles qui ont la même taille que l'article principal ou la même catégorie, sous-catégorie, etc. Donc, si tu cherches un sac, par exemple noir, tu te retrouves avec une liste de sacs noirs en bas qui correspondent à ça. Et cette fonctionnalité-là, à un certain moment, on allait l'enlever parce qu'on pensait que les personnes qui rentraient pour acheter, leur attention, elle était prise par ces articles-là, par ce feed-là. Et quand on a demandé à nos Dabchouch, on s'est rendu compte finalement que la plupart des gens qui consultent, qui font leur shopping sur Dabchi, ne vont pas voir un article et revenir sur le home ou revenir sur la recherche pour consulter notre article. C'était un chemin continu, article après article après article. Donc, ils faisaient leur shopping avec cette liste-là déroulante qui étaient les articles similaires de l'article principal. Je ne sais pas si je me suis bien
Et c'est très clair. En fait, finalement, ces recommandations finissent par devenir des sources d'inspiration et petit à petit, elles finissent par trouver ce qu'elles cherchent. Mais c'était peut-être pas la recherche à la base, mais c'est plutôt ce qui a été recommandé qui leur plaît. D'ailleurs, c'est un peu le pari qu'avait fait Netflix. Maintenant, Netflix, la fonctionnalité de recherche de films est cachée. Il me semble que 95% des gens, des films qui sont regardés ou des séries qui sont regardées sur Netflix sortent directement de la recommandation qui est faite par Netflix. Donc, à terme, en fait, le système de recommandation, si vous personnalisez le profil de la personne, ce qu'elle cherche et ses intérêts, ça peut devenir votre flux principal, en fait. Exactement. Dès que je me connecte, tu prends mon historique et tu vois ce qui pourrait m'intéresser, etc. Fama Dabchouch pour Rjel ou la Qadna fi Dabchouch Akao Dabchouch pour homme, j'ai bientôt, réellement. Très bien. يا جماعة احنا عنا لا شانس اليوم معنا مهدي دغري كي لو سي تي او دو سيف يور ووردروب دونك باش نستغلوا الفرصة هذه كان يعني ينجم زاد يعاوننا يعطينا دي انسايت الاكسبيرينس نتاعو مع سيف يور ووردروب. تفضل مهدي. Avec grand plaisir. يعطيكم الصحة وسامحوني اللي خلطت عليكم هكاك. Mais d'ailleurs, j'ai écouté, j'ai reçu l'email tout à l'heure et j'ai écouté du coup toute la présentation de Razi qui a beaucoup de jolis insights, donc c'était super intéressant. Et j'adore en fait qu'une startup tunisienne qui travaille full fashion, donc vous savez à quel point ça m'intéresse à chaque fois, donne des insights. Je pense que Kimarit Razi, je pense que le fashion c'est un des sujets les plus compliqués. Bon, j'aimerais bien mettre ma vidéo, mais apparemment je ne peux pas mettre la vidéo, donc vous allez devoir vous contenter de SMI. Save Wardrobe, en fait, Save Wardrobe, c'est une solution de digital wardrobe. Donc, en fait, ce qu'on fait, on est plutôt à l'amont de choses qui m'adaptent et les autres solutions qui aident en fait à revendre, etc. On est une plateforme qui aide les gens à digitaliser leur garde-robe pour en fait se rappeler ce qu'ils ont dans leur garde-robe et ensuite les connecter avec des service providers qui permettent de revendre, donner, cleaner, etc. Mais aussi avec des marques et des retailers pour les aider à mieux acheter, mieux consommer. Donc, avec une grosse mission qui est autour du développement durable. À chaque fois que tu donnais Razi des exemples sur les boutons et tout ça, on en avait les mêmes. Et en fait, peut-être pour donner un insight, vu que tu as mentionné à un moment donné Edem sur la partie intelligence artificielle, donc on a fait un pari inverse dans le sens où le gros challenge d'une solution de digital garde-robe, c'est d'aider les gens à numériser leur garde-robe et de les faire revenir dans l'application sans qu'il y ait forcément de transactions. Et donc, la problématique aujourd'hui, c'était en fait de comment est-ce que tu rajoutes ces vêtements le plus rapidement possible. Donc, au lieu de travailler sur la partie traction au scale, qui est maintenant le démarrage, c'était très mettre de l'artificial intelligence dès le démarrage. Donc, on a du computer vision pour ajouter les vêtements. On est en train de sortir un outil qui permet de scanner les emails pour pouvoir en fait rajouter la partie garde-robe. Et là, en fait, un insight peut-être sur la partie prototypage qui va vous montrer comment ça peut vous faire éviter de développer des trucs pendant des années ou des fois des mois et en fait après se rendre compte. Sur la partie artificial intelligence, vu que tu mentionnais, tu sais, la partie computer vision. Donc, on avait une version MVP, low dès le départ. Donc, tu prenais une photo d'un vêtement et en fait, ça détectait, comme tu avais dit, la couleur, la catégorie et ce genre de choses, donc qui était assez suffisant. Et moi, en tant que CTO et peut-être quelqu'un un peu obsédé par augmenter ce niveau de qualité, je voulais toujours faire en sorte que tu sais qu'on arrive à un niveau supérieur au niveau du computer vision. Donc, Haja sur laquelle on travaillait, c'était de pouvoir matcher la marque. Donc, en lisant des choses qui m'a en fait, je sais pas si ma caméra marche, en lisant des choses qui m'a comme le label qui est marqué en fait sur le vêtement, ou en essayant de faire du product matching. On a d'ailleurs une de nos stagiaires qui a travaillé sur un engine de product matching qui maintenant on utilise sur la partie email. Et en fait, quand tu te rends compte, quand tu mets en production et qu'on s'est rendu compte qu'on commençait à tester avec les premiers bêta-testeurs, la problématique par l'utilisateur, franchement, ce n'était pas le niveau de qualité de ce matching. Et en fait, on s'est vite rendu compte que la seule chose qui les intéressait à ce moment-là, c'était une rapidité. Ils sont dans un process, tu sais, où ils ont décidé, par exemple, de faire un cleaning, par le garde-robe, ils veulent rajouter des vêtements. Et donc, le profil de nos utilisateurs était, bon, j'ai une vingtaine de vêtements à faire que je veux rajouter maintenant parce que je veux les avoir et je veux les avoir avec moi tout le temps. Et en fait, le fait que ça matche Zara ou pas, ou la H&M ou pas, et le fait qu'ils aient à corriger, ça ne les intéressait pas du tout.
Et en fait, on s'est rendu compte que sur certaines features, on a dû les détechnologiser, pour inventer un nouveau mot, enlever de la technologie, enlever de l'AI en fait là-bas, et plutôt travailler sur la rapidité de la feature et faire en sorte qu'en fait l'utilisateur rajoute lui-même les informations. En fait, ils n'étaient pas du tout intéressés par la technologie là. Donc, je pense que Razi, vous avez fait le bon choix de commencer sans technologie là-dessus pour faire en sorte que les gens puissent aller très vite. C'est un feedback qu'on a souvent. Les gens sont pressés et en fait n'ont pas forcément besoin de technologie. Voilà, c'est un insight que j'ai. En tout cas, ça m'a donné un truc à partager quand j'ai vu Razi qui parlait de tout ce qui se passe sur la homepage. Après, je pense que le challenge par la partie Recommendation Engine, Personalization Engine, comment est-ce que, vu le catalogue énorme que vous avez de recommander des choses, ça va être le challenge super intéressant pour Dabshi, mais je suis sûr que vous y arriverez avec brio, Dima. Merci. Atik Saha, Mahdi. Nash, si tu as quelque chose à ajouter. Non, je veux les remercier tous les deux déjà parce que c'était très clair et j'ai beaucoup aimé l'interaction qu'on a eue. S'il y a d'autres questions, l'audience, marhaba bihom. Mais pour moi, c'était génial. Merci beaucoup. Voilà, donc l'audience, si vous voulez partager avec nous, voilà, vous voulez poser des questions, sinon on peut clôturer cette session. Voilà, donc merci beaucoup Razi على وقتك وميرسي على les insights اللي عطيتهم لنا. Merci aussi à Mahdi d'interagir, d'avoir interagi هكا في يعيشك يعني نقول لك اون بوبليك باش تعاوننا باش نشوفوا سيسيون نعملوها مع بعضنا زاده باسكو جو كروا كو tu as beaucoup d'expérience à partager avec nous. Avec grand plaisir, voilà. toujours intéressé d'aider des entrepreneurs, surtout toi. يعطيك الصحة يعيشك. Voilà, donc merci يا جماعة يعطيكم الصحة. Merci aussi Moussi. وعلاش سي أماني ولا نادية veulent clôturer la session. Sinon, à très très bientôt et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Vas-y Nadia. يعطيكم الصحة. Merci beaucoup. Wassim, Edem, Razi, Mahdi. Donc, c'était très intéressant. Et je vous invite à la session G, il y a vendredi, avec Sofiane Chabouni Expansia, autour de l'implémentation du produit. Voilà, Kalada à 16h. Nadia, je te laisse coordonner avec Mahdi en live. شوف معاه باش نعملوا سيسيون اخرى ان شاء الله. يلا à très bientôt. يعطيكم الصحة يا جماعة. باي باي. Merci beaucoup. Bye bye. Ciao ciao. Bye.